Entreprendre, c'est aussi être aligné sur ses valeurs. Au CLQ, je vais parler de comment tomber en amour avec une problématique. Mes attentes pour le colloque cette année, c'est de rencontrer des jeunes motivés pour parler d'entrepreneuriat à impact social. Je suis Guillaume Quentin, co-initiateur et directeur général de l'organisme La Transformerie. Vous voyez, je suis raccord avec ma chemise, avec la vidéo, j'avais stagé le truc. Non, c'est pas vrai. On en a parlé, on a discuté de ça juste avant que vous arriviez, on trouvait ça drôle. Alors, je suis Guillaume Quentin, co-initiateur, directeur général de l'organisme à but non lucratif La Transformerie. Super content d'être là avec vous à matin. Ça va bien? Oui. Yes, j'aime ça. Tout ça pour dire, je suis un lover, bien sûr, vous pouvez le voir. Je suis quelqu'un qui met beaucoup de cœur dans ses présentations. Vous allez comprendre quand vous allez voir les présentations. J'ai mis des cœurs un petit peu partout. Puis j'aimerais ça commencer avec quelque chose, déposer quelque chose ici. Pour moi, une organisation qui veut régler une problématique, ben, son objectif ultime, c'est de ne plus exister. Je vous le répète, pour moi, une organisation qui veut régler une problématique, son but, c'est de ne plus exister. Vous devez peut-être vous dire, OK, ce gars-là, il s'est trompé de conférence. Et non, je vais très bien, je suis sain mentalement, je suis hyper heureux d'être là à matin. Je vous dirais même, pour ajouter une couche, mon but, là, je veux dire, en vous parlant ce matin, là, c'est vraiment de dire, ne plus exister, fermer boutique, pour moi, c'est un gage de succès. Fait que quand on parle d'entrepreneuriat, souvent on parle de croissance. Là, on va parler un petit peu différemment ce matin. Alors, je pense que j'ai déjà votre attention, fait qu'on va y aller. Je vais vous parler de... Pour moi, c'est comment rester à l'essentiel, comment vraiment viser le meilleur impact, le vrai impact. Puis, pour vous parler de ça, je vais me servir de mon récit à moi. Le récit de Guillaume Quentin, le récit de ma vie, je vais vous parler un peu de moi. Vous allez découvrir des côtés de moi. Et aussi, je vais vous parler de la création de l'organisme à but non lucratif, La Transformerie, et de nos projets. Le projet Rescapé, il y a un nouveau projet qui s'en vient de Laboratoire Vivant. Fait que la seule chose, je pense, s'il y avait quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est vraiment l'état d'esprit que je vais vous parler. Le reste, après ça, c'est du bonbon. Alors, si on continue, mon histoire en version accélérée. Je suis un petit gars de Lévis, tout ça pour dire j'aime beaucoup la nourriture et j'ai étudié quand j'étais au collégial en gestion des affaires, mais j'ai tombé dans ma marmite très jeune, ça m'a jamais quitté. Fait que ça m'a amené à travailler dans des restaurants, tout ça, puis j'ai pas continué en gestion des affaires après le collégial, mais j'ai continué en cuisine, puis pour faire ça en version accélérée. Ça m'a amené à un moment donné à faire une compétition culinaire qui s'appelle Les Chefs à Radio-Canada. J'ai gagné la saison 1. Fait que je suis quelqu'un de passionné d'alimentation, tout ça. Et par la suite à 2010, j'étais à Montréal, j'étais chef de restaurant. Tout allait super bien dans un restaurant qui s'appelait Les 400 coups, nourriture locale, super critique, le chiffre d'affaires fonctionne, tout le monde est heureux. Et en 2016... il y a eu des enjeux de santé parce que je me suis poussé trop. Et non, je prenais pas de la drogue, je suis pas le chef rocker qui est l'image des fois qu'on se fait. Mais j'étais vraiment quelqu'un qui travaillait beaucoup, peu de sommeil, tout ça. J'ai eu des enjeux de santé et ça m'a amené à prendre une pause qui m'a fait vraiment, qui va m'amener dans le récit que je vais vous conter, qui a fait une méga différence. Puis ça a été vraiment, sur le coup, dur. Mais ça m'a amené tellement ailleurs, puis ça m'a amené ici aujourd'hui. Tout ça pour dire, 2016, fait que je me suis dit, en prenant le recul, puis en étant chez moi, je me suis dit, pourquoi je me suis rendu là? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? C'est une question, puis c'est là, je pense, une première question qu'on veut faire de l'entrepreneuriat. Régler une problématique, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a du sens pour toi? Je pense que c'est vraiment important. C'est important de se connaître. Puis pour se connaître, il faut se poser les bonnes questions. Fait que j'avais trouvé un exercice super banal sur Internet qui disait « Prenez une feuille de papier, en silence, écrivez qu'est-ce qui fait du sens pour vous. »
Puis au début, c'est les trucs cosmétiques qui sortent, là, les premiers trucs qui viennent en tête, mais faites ça pendant des heures, quelques fois. Ça va sortir des choses à un moment donné, ça va même vous donner de la chair de poule ses bras. Fait que quand j'étais rendu là, c'est là que j'ai dit, OK, j'ai touché à quelque chose. J'ai fait un petit résumé simple, là, mais agir avec cohérence, relever des défis, ça, j'aime beaucoup ça, les problèmes complexes, tout ça, les choses que les gens veulent pas faire des fois. J'étais beaucoup dans la performance individuelle, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment le dépassement collectif, le bien commun qui m'intéressait vraiment. Contrer les changements climatiques. Et aussi, ben, c'est là que j'ai eu un peu plus de chair de poule, c'est de dire laisser un meilleur monde aux générations suivantes. Puis pour vous montrer comme je suis un peu lover, ben, j'ai mis une petite photo de mes neveux et ma nièce. Mon filleul à gauche, il m'en voudrait, là. Je ne dirais pas que j'ai mis cette photo-là, il va vouloir me tuer, Thomas Louis. Mais ça pour dire, c'est juste une image pour dire c'est le moteur de mon action, ces gens-là. Quand je me lève le matin, je pense à eux. C'est mon image des futures générations, vous autres, tout ça, c'est vraiment ça qui me motive, c'est ça qui fait que je me lève à chaque matin, que j'avais pas dormi beaucoup, je suis toujours énergisé. Fait que c'est vraiment important de se connaître, puis pour se connaître, une autre question qui est importante, c'est de dire, c'est quoi mes compétences, c'est quoi mes champs d'intérêt? Souvent, j'entends des gens, tu sais, on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui viennent faire du bénévolat à la Transformerie. Je me rappelle d'un programmateur de jeux vidéo qui est venu chez nous, puis il a regardé qu'est-ce qu'on fait, puis il a dit hey, moi, je suis inutile dans la vie, là. Je fais juste des jeux vidéo, là. Je peux pas participer à quelque chose de social, environnemental, tout ça, dans mon métier. Puis au final, j'ai rencontré un autre programmateur de jeux vidéo, puis lui, il a quitté son métier, ben, pas son métier, mais l'organisation pour laquelle il travaillait, puis aujourd'hui, il travaille à monter des plateformes pour générer des dons pour des organismes sociaux et environnementaux. Fait qu'il y a toujours un angle à trouver, honnêtement. Je pense que, puis l'environnement, c'est partout, c'est transversal, c'est pas une autoroute à part. Fait qu'on peut, avec nos compétences, nos champs d'intérêt, vraiment arriver à faire quelque chose dans ce sens-là. Fait que, oubliez-vous pas là-dedans. Fait que c'est vraiment important de se connaître, de savoir qu'est-ce qui a du sens pour soi, mais aussi de connaître ses compétences, ses champs d'intérêt, parce que c'est ça aussi qui va faire que vous allez aimer ce que vous faites. Fait que tout ça pour dire que ça va agir aussi quand vous allez utiliser ça comme tremplin. Ça va vous propulser parce que vous allez être vraiment vous-même. Puis ça, il faut vraiment pas l'oublier. Puis moi, ben, je pense que j'ai juste mis la clarté dans qu'est-ce qui faisait du sens pour moi. Puis après ça, j'ai utilisé ça, puis ça a été comme, je suis parti, puis j'ai jamais regardé en arrière après. Fait que je pense que vous comprenez un petit peu l'idée. Si on continue, ben ça m'amène à la prochaine partie de l'histoire qui est, ben, suite à avoir compris ça, fait cette recherche-là sur mon côté, comprendre, avoir un ancrage solide, ça m'a amené à me dire, ben qu'est-ce que je fais? Puis il y a mon ami ici à droite, Thibaut Renouf, qui est un de mes meilleurs amis, qui est co-initiateur également de la Transformerie, a quitté aussi son emploi début 2016, dans des réflexions de dire qu'est-ce qui a du sens pour moi, on se met à jaser ensemble, on vend des conférences, on lit des livres, on prend des cafés, on n'arrête pas de se challenger sur plein d'idées, puis on se dit, c'est quoi qu'on veut nous autres? On est des gens positifs, collaboratifs, puis qu'est-ce qui est sorti? C'est vraiment, on veut rendre les systèmes alimentaires plus résilients. Puis comment on peut participer à ça? Puis par extension, ben, vu qu'on est des amoureux de la nourriture, on veut pas gaspiller, ben, c'est le gaspillage alimentaire qui n'arrêtait pas de revenir comme sujet à la table. Fait que ça, c'était en octobre 2016. Puis, ben, ça nous a amené, vu que Thibaut sait que j'aime les défis, ben, il a joué sur cette fibre-là. Il m'a lancé un défi tout bonnement un matin. Ça y est venu une bulle au cerveau. Il a dit, Guillaume, je te mets au défi de faire un souper gastronomique avec des déchets. Honnêtement, ça ne me tentait pas de faire ça. Je trouvais ça dégueulasse. Je voyais le jus de poubelle, là, que je pensais juste à ça, j'étais comme, il n'y aura pas de fun là-dedans. Mais il m'a convaincu et en fin de compte, c'est vraiment une idée tout droit sortie des poubelles, la Transformerie. Je vais vous conter un petit peu l'histoire, mais il m'a vraiment convaincu au point qu'on s'est lancé dans cette aventure-là la semaine suivante. Et en se lançant avec une journée de devoir, 2 professionnels et une dizaine de personnes, on a vraiment vu la qualité de la nourriture. Il y avait une quantité de nourriture, mais c'est surtout la qualité de nourriture qu'on a vue dans les poubelles qui était incroyable et qu'on s'est dit on peut pas rester là à rien faire avec ça. Fait que c'était vraiment l'étincelle de départ de la Transformerie. C'est pour ça que je dis que c'est une idée tout droit sortie des poubelles.
Ça nous a amené à aller rencontrer les commerçants la semaine suivante. On s'est fait imprimer une carte d'affaires bidon, on a marqué la transformerie dessus, puis on est juste rentré chez les commerçants juste pour dire qu'est-ce qui fait que vous jetez de la nourriture sans jugement, de façon positive, c'est quoi vos freins, c'est quoi les obstacles que j'ai déjà essayé. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une réception incroyable à juste parler à ce niveau-là. Puis en parlant avec eux, bien, on a vu que c'était pas aussi facile qu'on le pensait. Mais vu qu'ils voulaient collaborer, bien, on s'est dit il y a une opportunité incroyable de développer quelque chose avec eux, en leur compagnie, en co-création. Fait que c'était vraiment le départ de la transformerie qui nous a amené en juillet 2017 avec 2 amis, Marie et Bobby, à créer la transformerie qui est un organisme à but non lucratif. Fait que ça fait un petit peu plus que 5 ans. On est dédié à enrayer le gaspillage alimentaire. Et au fil de ce travail-là, en mai 2019, ça a pris 1 an et demi vraiment comprendre l'écosystème, parler avec des épiceries, avec des organismes de dépannage alimentaire. On a parti notre premier projet qui s'appelle le projet Rescapé, qui est un projet en fin de compte qui vise à réduire le gaspillage alimentaire des épiceries. Puis, on travaille avec des épiceries, puis aussi un peu des distributeurs par extension. Ils nous donnent leurs invendus, on va les collecter directement chez eux ou les livrer chez nous. On prend 26% de ça pour fabriquer des délicieuses tartinades, marmelades et sauces qui sont vendues dans plein de points de vente au Québec. C'est une façon de valoriser ces invendus-là parce qu'ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment d'une super qualité. Et aussi, 67% de la nourriture est redistribuée à des organismes en dépannage alimentaire pour aider à combattre l'insécurité alimentaire. Fait que cette nourriture-là, on reçoit de la viande, du poisson, produits de boulangerie, tous les rayons d'épicerie, on les redistribue. Fait que tout ça pour dire, ce projet-là, ça fait un petit peu plus que 3 ans qu'il existe. J'ai mis quelques chiffres, mais le gros chiffre, c'est 140 tonnes, 140 000 kilos de nourriture qui a déjà été sauvée, puis ça augmente de façon assez vertigineuse avec les semaines. Et on a redistribué 94 tonnes, 94 000 kilos de nourriture. Puis la force du projet, c'est vraiment de rassembler un écosystème. J'ai mis un peu une liste d'épiceries de partenaires, je ne les nommerai pas, mais des gens qui croient au projet, qui se mobilisent en service pro bono, en donation, en énergie, en temps. Et aussi, ben, nos 11 partenaires de dons, nos points de vente, mais surtout nos bénévoles. On a une communauté de 1200 bénévoles, 25 bénévoles minimum qui viennent par semaine chez nous pour nous aider à travailler. C'est vraiment le moteur de notre action. Fait que le projet Rescapé est vraiment une entrée en matière pour nous. Pourquoi je dis ça? C'est que ça a permis de mettre au monde l'organisation, générer des revenus, générer une crédibilité, connaître un écosystème. Mais en même temps, pour nous, c'est une solution pansement. Tadam! Solution pansement, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous avez jamais entendu ça, mais pour nous, le projet n'est pas une finalité. Je vous ai mis un petit gif d'un bonhomme qui a l'air de perdre son temps à tondre le gazon parce qu'il repousse. Ben ouais. Dans le sens que souvent l'analogie que j'utilise, c'est l'analogie de la mauvaise herbe. C'est comme s'il y avait de la mauvaise herbe à chaque semaine qui pousse. Puis nous, on vient la couper, puis la semaine suivante, ça repousse. Fait que si on arrête de faire le projet, ça va continuer. D'une autre manière aussi, ben, si on se mettait à vouloir produire comme 1 million de pots par semaine à une échelle tellement grande, on demanderait aux commerçants de gaspiller plus pour produire plus. Mais en fin de compte, on serait en train d'encourager le gaspillage à la place de chercher à l'enrayer. L'enrayer qui est notre mission. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Souvent, ce que je dis aux gens, nous autres, notre objectif, c'est vraiment de déraciner la mauvaise herbe. Alors, le projet Rescapé, entrée en matière, vitrine de notre travail qu'on fait, mais ce n'est pas notre finalité. Puis c'est vraiment important de garder ça en tête. Garder ça en tête, pourquoi? Parce que je vous amène sur cette question-là. C'est de dire, quand on fait un projet, quand on veut faire de l'entrepreneuriat, c'est quoi notre intention première? Parce que si notre intention première, ça serait pas clair, peut-être qu'on resterait dans la perspective de faire le projet Rescapé à l'infini. À l'infini, parce que tout le monde nous dit qu'on est beau, on est bon, on devrait faire des franchises avec ça. Puis c'est super gentil, on l'apprécie qu'on nous le dit. Sauf que si on n'avait pas cette vision claire-là, on ferait oui, on fait ça, on continue de même, pas de problème, tout le monde est heureux. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment déraciner la mauvaise herbe. Fait que c'est important d'avoir votre intention claire. C'est quoi que vous voulez faire pour garder ça comme fort dans qu'est-ce que vous allez faire. Alors, nous, c'est vraiment résilience des systèmes alimentaires par extension, enrayer le gaspillage alimentaire. Fait que dès le départ, c'était clair pour nous que c'était une entrée
en matière. Fait que vraiment important de se poser cette question-là pour ne pas rester dans la solution pansement. L'autre élément aussi, quand vous partez un projet qui est super important à considérer, c'est la structure légale. On n'en parle pas assez souvent. J'entends souvent, sans vouloir démoniser l'entreprise privée, mais que les gens vont dire « Moi, je vais prendre le modèle d'entreprise privée parce que c'est facile. » Puis c'est vrai que c'est facile. J'ai déjà créé une entreprise privée. J'ai fait un courriel, j'ai envoyé un message à quelqu'un. En 1 heure, c'était créé. Tout est payé. On était au registraire des entreprises, tout le kit. Ça va vite, là. Mais la question, c'est plus qu'est-ce que vous voulez réaliser. Dans le cas présent, nous, on a décidé d'être organisme à but non lucratif. Mais aussi, on a fait des rencontres avec des gens qui ont des coopératives, d'autres types d'entreprises. Puis on a sélectionné OBNL parce que c'est vraiment important comme qu'est-ce qu'on veut faire? C'est une mission en de gaspillage alimentaire. Un OBNL, le but, c'est de réaliser sa mission. Fait que c'est vraiment ça qui décide qu'est-ce qui est notre fort pour notre prise décisionnelle, puis qui fait qu'on a une clarté puis on se perd pas en chemin. Fait que faites juste attention dans la structure légale que vous allez choisir si vous partez un projet vraiment important. Ayez pas peur de se faire accompagner, de vous faire accompagner. Il y a plein d'organisations au Québec qui accompagnent, autant pour du financement, mais pour des réflexions comme ça. À Montréal, moi, nous, on a été pas mal accompagnés par une gang qui s'appelle l'Esplanade, qui est un incubateur accélérateur au niveau des projets sociaux environnementaux à 2 reprises, puis ça a vraiment, vraiment accéléré, aidé. Fait qu'un autre élément aussi qui est important, c'est la gouvernance. C'est un autre élément, des fois, qui peut être lourd, mais c'est les règlements généraux, les règlements qui vont régir votre organisation. Échappez pas cette partie-là. Prenez le temps. Prenez le temps de la faire, faites-vous accompagner, trouvez des gens qui ont déjà parti des organisations, qui comprennent comment ça marche, parce que cet élément-là, il va vous rester après ça. Vous pouvez les réviser, mais c'est vraiment très, très important. Fait que tout ça pour dire, oubliez jamais l'intention première. Une rencontre qui a été ultra importante pour nous, ça a été vraiment la rencontre avec Daniela Papi-Thornton, une femme incroyable en janvier 2019, que cette femme-là, elle a mis les mots exacts sur le bon état d'esprit. Elle a dit, pour avoir le meilleur impact social, faut vraiment pas tomber en amour avec une solution, c'est ça. Il faut tomber en amour avec la problématique. Ce que je vous disais tantôt au départ. Alors, c'est vraiment cet état d'esprit-là qui nous a vraiment resté. Puis, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, je vous dirais, c'est juste ça. Vous pouvez retenir d'autres trucs, là, mais ça, c'est l'essentiel. Ça nous a amené justement à un outil qu'elle utilise beaucoup, puis que je vous conseille d'utiliser, qui est disponible sur Internet, ça s'appelle l'Impact Gap Canvas. C'est un outil, en fin de compte, c'est comment être stratégique, pas perdre son temps pour avoir le meilleur impact. Aussi simple que ça, dans le sens qu'il y a des questions qui sont clés. C'est de dire, est-ce qu'il y a des gens déjà qui font quelque chose sur le travail à régler la problématique que vous voulez régler? Est-ce que, dans le but de ne pas dédoubler, de renforcer les choses, est-ce qu'entre les trous et entre les obstacles et les défis, les solutions, est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il y a des gens qui profitent du statu quo de cette problématique-là continue? Fait que c'est comme des questions qui fait que si vous les posez dès le départ, ben, je pense que vous allez être plus solide, c'est-à-dire on va apprendre à marcher avant de courir. Des fois, on veut le solutionner, mais on va aller trop vite. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Vraiment, vraiment important. Fait que Impact Gap Canvas, vraiment un super outil. Puis nous autres, on y revient une fois de temps à autre aussi au niveau de cet outil-là. Ça nous amène au projet, puis vers la fin de ma présentation, le projet qui nous anime puis qui va être de déraciner la mauvaise herbe. C'est un projet qui est une structure qui s'appelle un laboratoire vivant. Je vous en parle un petit peu plus à l'instant, mais le nom, c'est un laboratoire d'accélération en économie circulaire pour les systèmes alimentaires avec un partenaire qui s'appelle le CERIEC, qui est un centre d'études, recherche intersectorielle sur l'économie circulaire. C'est un laboratoire vivant, c'est quelque chose qui est peu connu ici, mais beaucoup utilisé en Europe. Il y en a 400 en Europe avec l'ENOL, l'European Network of Living Lab. C'est vraiment, on cible une problématique, puis on rassemble les acteurs, actrices pour avoir vraiment la meilleure visée d'impact ensemble. Il y en a, exemple 1, sur la qualité de l'air dans l'Europe de l'Est. Alors, si on passe à la prochaine, juste pour rappeler, peut-être vous le savez déjà, on est généralement en ce moment dans une économie linéaire dans notre système économique, fait qu'on extrait des matières, on les transforme, on les distribue, on les utilise, on les jette malheureusement. L'économie circulaire, c'est plus comment circulariser la chose pour qu'il y ait de déchets. Dans un premier temps, on va chercher souvent à optimiser, prendre un rejet, un déchet pour en faire un nouveau produit, un nouveau revenu, soit d'une autre organisation ou de la nôtre.
C'est une porte d'entrée pour un état d'esprit qui est assez facile à gagner parce qu'on est dans l'aspect de générer des revenus. Fait que souvent, ça change pas vraiment l'état d'esprit des entreprises, mais ça vient juste générer plus de revenus. Mais ce qui est intéressant, c'est une porte d'entrée pour aller plus loin, pour aller à repenser. Repenser, c'est-à-dire le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Réduire à la source. Fait que c'est d'aller plus en profondeur, puis c'est là qu'on va vouloir amener les acteurs avec ce projet-là. Juste pour vous donner des chiffres sur le gaspillage alimentaire au Québec, un seul chiffre, il y a une étude qui est sortie avec la Société d'État Recycle Québec au printemps dernier, 41% de la nourriture tout au long de la chaîne est rejetée. Aïe aïe, aïe aïe. Fait que, puis juste pour vous dire, tantôt, j'ai oublié de le dire, mais le gaspillage alimentaire, c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre, ça émet du méthane, c'est 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, le CO2. Ça a été même listé par un organisme qui s'appelle Drawdown, qui est un organisme reconnu mondialement, dont 70 chercheuses travaillent sur l'évolution du climat. Ils ont fait une table de solutions pour dire, voici les solutions à mettre en place pour ne pas dépasser 2 degrés de Celsius au niveau du réchauffement climatique. Et la solution numéro 1, c'est réduire le gaspillage alimentaire. Tout ça pour dire, je vous parlais des chiffres, du chiffre du gaspillage. Il y a aussi un rapport qui est sorti du ministère Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec qui dit qu'il y a 99 initiatives au Québec qui réduisent le gaspillage. Il y en a beaucoup déjà, il y a une bonne volonté, il y a beaucoup de gens qui veulent changer les choses. On fait partie de cet écosystème-là, mais en même temps, ça tire dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans le sens que c'est pas coordonné, il n'y a pas une approche systémique. Et c'est pour ça qu'un laboratoire vivant, c'est vraiment intéressant. C'est qu'on va ramener les acteurs, actrices ensemble, c'est-à-dire restaurateurs, agriculteurs, distributeurs, transformateurs, épiceries, bannières d'alimentation, tout le monde pour dire comment, en atelier de co-création, on les rassemble. Qu'est-ce qu'on voudrait dans 10 ans comme vision de réduction du gaspillage alimentaire, tout le monde ensemble? C'est quoi les freins qui nous empêchent d'atteindre cette vision-là? C'est quoi les solutions qui existent ici et ailleurs qui seraient intéressantes à regarder? Et une fois qu'on a fait ce travail-là avec un portrait des acteurs et actrices, ça c'est sur une première année, bien sur l'année 2-3, on va se mettre à faire des projets d'expérimentation, c'est-à-dire avec les acteurs, actrices, on va regarder, à la place d'en faire 99 autres solutions, est-ce qu'il y en a 5, 10, 15 solutions ici qui seraient intéressantes à optimiser, faire connaître? Est-ce qu'il y en aurait de l'extérieur à amener ici à adapter ou en créer des nouvelles parce qu'on va avoir une vue partagée, on va avoir une amplification de l'action, de la compréhension. Fait que le laboratoire vivant, on est vraiment dans de la recherche-action. Fait que c'est vraiment important d'avoir un centre de recherche là-dedans. C'est pour ça qu'on a un partenaire de ce type-là. C'est important aussi de dire qu'il y a vraiment l'aspect retombé partagé. Il n'y a pas de propriété intellectuelle dans le sens que c'est open source. Il n'y a rien qui appartient à personne. Fait que s'il y a une solution qui est développée, ben il n'y a pas de barrière à la diffuser puis d'autres l'utilisent. Fait que c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on va vraiment arriver à avoir plus d'impact. On passe à la prochaine. Juste pour résumer simplement, ça implique du monde de la recherche, un projet comme ça, du monde de services publics, les organismes publics comme des ministères, du monde privé comme des organisations, des entreprises privées, puis la société civile. Puis le petit dessin, bien, c'est juste simplement pour vous mettre ça plus simple, c'est qu'on a des enjeux freins sur une problématique, on trouve des solutions existantes, on décide lesquelles on veut qui deviennent structurantes, on les passe en projet, le but d'atteindre des résolutions, des solutions probantes, puis après ça, bon, on regarde comment on les valorise, comment on communique dessus et comment on peut les transférer puis les mettre à l'échelle. Fait que ça, c'est le laboratoire vivant. Puis le dernier truc, c'est vrai, j'allais oublier, puis c'est pour ça que la slide amène là-dedans, c'est par rapport à ça, c'est de dire, ça serait quoi les solutions, exemples, qui pourraient être développées. Puis là, le but, c'est pas de tomber en amour avec ces solutions-là, je vous préviens tout de suite, mais c'est juste des trames d'inspiration. Exemple, à gauche, on a du prix dynamique qui existe en Espagne, qui les produits qui sont plus proches de la date périmée vont baisser de prix automatiquement avec la chaîne de données, la gestion d'inventaire et les codes barres. Puis en plus, en contexte de manque de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui est très bien parce qu'on n'a pas besoin de déplacer le produit dans un autre rayon, de mettre un collant dessus ou de le sortir du rayon pour le donner. L'autre exemple, c'est une communication, de la mise en marché. Les bananes tout seules ne se font pas vendre en Angleterre. Alors, ils ont décidé de faire une petite campagne avec une banane sexy qui dit « Pick me, I'm single ». C'est des bananes célibataires maintenant
ne reste pas tout seul dans le rayon. Mais tout ça pour dire que ça peut être toutes des solutions au niveau de laboratoire vivant, ça peut être technologique, ça peut être mise en marché, communication, gestion d'inventaire, ça peut être des changements législatifs, ça peut être des changements comportementaux, ça peut être de revoir un modèle d'affaires au complet. Alors, c'est une structure, c'est de l'innovation, on n'a pas de barrière à l'entrée. Fait que ça, c'était le projet de laboratoire vivant, puis je pense que vous avez compris, ça m'excite pas mal. Tout ça pour dire, le laboratoire vivant est vraiment notre façon de tomber en amour avec la problématique. Puis le laboratoire vivant, ben c'est pas juste bon pour le milieu de l'alimentation. Ça peut être dans le milieu de la construction. Notre partenaire en a parti un sur le milieu de la construction. Ça peut être sur le milieu de textile. Ça peut être sur n'importe quel milieu. Fait que ça peut être utilisé pour n'importe quelle problématique. Mais pour résumer, si on se ramène un petit peu à l'important, c'est-à-dire comment avoir le meilleur impact, le vrai impact, ben je vous dirais, pour résumer, c'est être aligné sur ses valeurs, sur vos valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a du sens pour vous? Prenez le temps de faire ça. Si c'est pas clair pour vous, prenez-le ce temps-là. Parce qu'après ça, quand vous partez dans une direction, des fois, c'est peut-être plus dur de revenir en arrière. On peut toujours revenir en arrière, mais façon de parler. Fait que prenez ce temps-là. C'est quoi vos compétences? C'est quoi vos champs d'intérêt? Connaissez-vous. C'est vraiment super important. Ne perdez pas votre temps. C'est-à-dire, ayez une intention première, claire, une vision claire. Si c'est pas clair, faites-vous accompagner. Ayez pas peur, il n'y a personne de parfait. C'est vraiment important de prendre ce temps-là aussi. Agir où c'est important, agir où c'est important, Impact Gap Canvas. J'espère que je vous ai convaincu d'aller au moins jeter un coup d'œil à ce merveilleux outil qui va vous permettre d'être plus stratégique, de ne pas dédoubler des efforts, de ne pas perdre votre temps parce que je suis lâche. Soyez optimal. Prenez vraiment ce temps-là. Tout ça pour dire, c'était ma façon de vous montrer comment vraiment ne plus exister en tant qu'organisation. Ça peut être vraiment le fun. Honnêtement, pour moi, c'est une façon que de me dire, au contraire, des fois on va dire fermer boutique, c'est le malheur. Non, moi ça me met un méga sourire. Fait que merci tout le monde. Le contenu de cet épisode a été capté lors du Colloque 2022, le plus grand happening en entrepreneuriat étudiant au Québec. Pour voir tous les épisodes, rends-toi au www.acee.qc.ca/podcast-CLQ.